La Suisse et la Belgique, nous voici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, sa capitale. Question de l'heure oblige, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce 15 novembre 2016. Nous en parlons avec quelques Congolais. Aujourd'hui, avec le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi. Excellence, bonjour. Bonjour, madame. Comme je le disais, question de l'heure oblige, le chef de l'État a pris près de 48 minutes. Il a brossé ses 15 années. En tant que Congolais, qu'en pensez-vous? Moi, je suis très heureux et j'ai été très impressionné par la qualité de l'intervention du président de la République parce qu'il a commencé par faire un état de lieu. Dans quel état il a trouvé la République démocratique du Congo quand il prend le pouvoir en janvier 2001. Et nous savons, il a dressé la situation sur le plan politique, la situation sur le plan sécuritaire où nous avions un pays en lambeaux, et il a dressé le bilan ou l'état de lieu sur le plan économique, avec le taux d'inflation qui dépassait les 500%. Et après cela, le président de la République a résumé. Je dois le dire, il a résumé parce qu'il y a eu autant de réalisations, mais il a résumé les transformations qui ont eu lieu durant ces 15 dernières années. Et cela justifie le fait que le président de la République a insisté sur la stabilité politique, qui doit être considérée comme un patrimoine commun et qu'aucun politicien n'a le droit de mettre en gage cette stabilité politique. Aucun agenda politique ne peut justifier la violence. Et il a insisté sur le fait que le pouvoir ne peut pas être pris par la force. Le pouvoir doit être pris par les élections et l'accord qui a été signé à la Cité de l'Union africaine balise justement le chemin qui va vers les élections. Cet accord est perfectible, c'est vrai, mais c'est la seule feuille de route que le pays a aujourd'hui pour que la paix règne et demeure et que nous ayons une stabilité politique. Il a rappelé l'article 24 qui veut que les autres forces politiques en présence qui n'ont pas été avec nous à la Cité de l'Union africaine puissent adhérer à l'accord et que nous puissions continuer justement pour l'organisation des élections. Le chef de l'État a parlé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et il a fini par parler d'abord de la souveraineté nationale. J'ai été fier d'être congolais en entendant le président de la République rappeler que nous sommes un pays souverain et que tous les pays qui se retrouvent dans le concert des nations doivent respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, il a parlé de lui-même. Il a parlé de lui-même face à toutes ces questions qu'on est en train de poser, toutes ces conditions qui sont en train d'être posées pour que certaines personnes viennent signer au dialogue. Il demande à ce que le chef de l'État puisse faire une déclaration sur l'honneur, qu'il ne fera pas un troisième mandat, qu'il fera ceci. Mais le chef de l'État a rappelé que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. La Constitution, jusqu'à ce jour, n'a pas été violée et elle ne sera pas violée, elle sera respectée pendant cette période de transition dans toutes ses dispositions. Donc je suis fier d'avoir entendu mon président de manière très sereine faire le bilan de sa gouvernance de 15 ans, baliser l'avenir ou donner sa vision de l'avenir qui découle de l'application des résolutions de l'accord politique et parler de lui-même face à toutes ces questions qui sont soulevées à travers la planète. Excellence, Monsieur le Ministre, en vous entendant parler, on comprend qu'il y a eu un bilan positif, mais les Congolais du Congo profond, et d'ailleurs, ne voient pas ça, ils disent que rien n'a été fait. Vous êtes au gouvernement, ça fait plus de 4 ans, qu'en pensez-vous? Je pense que le premier changement, et le plus grand changement que nous avons dans ce pays, c'est la paix. Le président Kabila a pris le pouvoir quand le pays était divisé en 4 grandes parties, mais avec beaucoup de petits groupes armés. Aujourd'hui, il y a une stabilité sur le plan sécuritaire, à part Béni, où l'insécurité persiste. Deuxièmement,
nous avons la situation économique. Au moment où il prend le pouvoir, le budget de l'État était à combien? Au moment où il prend le pouvoir, le taux d'inflation était à combien? Le panier de la ménagère ne pouvait pas être stabilisé. Il y a des choses que les gens ont du mal à comprendre. Quand on avait des salaires qui étaient payés par à-coup ou par occasion, les agents, les fonctionnaires avaient 3 mois, 4 mois d'impayement, ils ne savaient pas quand est-ce qu'on les payait et quand est-ce qu'on ne les payait pas. Et il y avait justement tout ce délabrement du tissu macroéconomique. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle du cadre macroéconomique, c'est un gros mot. On aime toujours l'amener à l'expliquer pour que les gens le comprennent. Il y a eu une stabilité économique qui s'est accompagnée d'une stabilité du franc congolais, qui est devenu un franc congolais fort et stable. Malgré le fait que, suite à la situation internationale qui est très morose actuellement, nous avons quelques fluctuations. Mais le franc est resté à 900, autour de 900 francs pendant combien d'années? Donc, les gens pouvaient se permettre de garder l'argent en francs congolais parce qu'il allait acheter, il allait changer, il pouvait se déplacer avec le franc congolais sans chercher à garder l'argent en dollars. Les prix étaient constants, ce qui fait que les salaires, c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y a pas des gros salaires, je l'admets, mais ce salaire-là, il était stable, ce salaire-là, il venait entre le 15 et le 30 du mois, parce qu'à partir du 15, avec la bancarisation, l'argent était dans les banques et que les agents pouvaient y accéder à partir du 20 déjà. Donc, avec ça, le panier de la ménagère ne pouvait pas être bousculé. Nous avons eu plusieurs réalisations sur le plan, je commence par le transport. Sur le plan des transports, notre pays était rayé de la carte des pays sécurisés. Nous étions sur la ligne rouge ou la liste noire des pays qu'on ne peut pas fréquenter, où les avions ne peuvent pas atterrir. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs aéroports qui ont été certifiés. Au-delà de ces aéroports, la RDC a aujourd'hui une compagnie nationale. C'est une fierté d'avoir Congo Airlines. Aujourd'hui, sur le plan ferroviaire, nous sommes partis de Lubumbashi, où il y a eu des nouveaux wagons et de nouvelles voitures et de nouvelles locomotives qui ont été données. Nous sommes passés par Kisangani, Ubundu, où on a réhabilité une voie qui n'existait plus et où les trains ne partaient plus. Hier, pas plus tard qu'hier, nous étions encore à Kinshasa. À Kinshasa, où depuis le 30 juin de l'année passée, le train a commencé à desservir Matadi. Et depuis lors, nous allons de performance en performance. Sur la voie fluviale, nous avons ITB Koko, nous avons les autres bateaux Gungu et les autres qui ont repris. Donc, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, nous savions nous-mêmes que les examens d'État, ça se faisait parfois au mois de juin ou fin juin, et les résultats sortaient au mois de décembre, au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est 1 semaine, 2 semaines après, vous avez les résultats. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. C'est un processus. C'est vrai que les gens sont en train de se plaindre, notamment Kinshasa, Lubumbashi, où cette gratuité n'a pas encore été effective, ou dans d'autres secteurs, ou dans d'autres parties, où les gens reviennent sur les frais d'intervention des parents et autres. Mais c'est un grand début et ça a permis aujourd'hui d'avoir une grande affluence des enfants qui vont à l'école. Lorsqu'on investit dans l'éducation, on investit dans l'avenir. On ne peut pas parler d'un Congo qui sera à revenu intermédiaire en 2020, d'un Congo qui sera émergent en 2030 et d'un Congo développé en 2050 si on n'investit pas dans l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, le professeur d'université qui hier était clochardisé, aujourd'hui il a un salaire où il peut nouer ses 2 bouts du monde. Donc il y a quand même un certain nombre de choses. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, on a lancé le programme de réhabilitation des infrastructures scolaires. Près de 1000 écoles construites. Depuis l'indépendance, est-ce qu'on l'avait fait? Est-ce qu'on l'avait fait? Ça n'a jamais existé. Nous allons dans le domaine qui est le mien. Je ne peux pas parler des autres sans parler de mon domaine. Depuis le plan Van Hoff-Duren, 1940-1956, l'État congolais n'a plus construit des infrastructures sanitaires. Mais avec les 5 chantiers, on a débuté la construction et aujourd'hui, avec la révolution de la modernité, on a intensifié, on a réhabilité, on a équipé à peu près
nous sommes déjà à plus de 700 parce que nous devons aller à 1000 centres de santé qui doivent être équipés. Imaginez un peu que nous avons encore dans certains hôpitaux des pinces chirurgicales où c'est écrit Congo belge. Mais aujourd'hui, avec les 200 hôpitaux, les derniers hôpitaux vont bientôt être équipés. Nous sommes à 140, il nous en reste 60 qui vont être bientôt équipés. Nous équipons avec le matériel de base, nous fournissons des médicaments et nous avons construit. À ce jour déjà, nous sommes à 50 centres de santé qui sont construits. Nous irons jusqu'à 150, mais c'est un programme pluriannuel. Nous allons continuer à pouvoir construire. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, nous étions, il y a 10 ans, nous étions à un taux qui dépassait les 246 décès. Il y a 15 ans à peu près, 246 décès pour 1000 naissances vivantes. Il y a 5 ans, nous étions à 146 décès. Je vous dis qu'il y a 1 an et demi, nous avons atteint le taux de 103 décès pour 1000 naissances vivantes. Donc, d'ici, si on fait une étude l'année prochaine, nous sommes déjà en dessous de 100. Donc, les enfants, il y a plus d'espoir pour un enfant qui naît en République démocratique du Congo de survivre après ses 5 ans d'âge. Parce que c'est l'âge de la fragilité pour les enfants. Nous avons la lutte contre le VIH-Sida, où nous avons fait des avancées extraordinaires. La lutte contre la tuberculose, la lutte contre le paludisme. Si hier, on avait 25 millions d'épisodes de paludisme par an, on en a 9 à 11 millions aujourd'hui. Donc il y a plein de choses que nous pouvons dire dans les différents domaines, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans tous les autres domaines du secteur de la vie nationale. Il y a énormément de choses qui ont été faites et dans le domaine des routes. Il y a eu des nouvelles routes qui ont été construites, il y a eu de nouvelles routes qui ont été asphaltées, il y a eu de nouvelles pistes qui ont été ouvertes pour l'interconnexion entre les différentes provinces. C'est vrai, je dois le dire, nous n'avons pas la prétention de dire que sous les 15 ans de Kabila, il a tout fait. Ce n'est pas vrai. Lui-même a reconnu, hier le président de la République a reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais nous venons de très loin et beaucoup a été fait, madame. Excellence, monsieur le ministre, on comprend bien. Vous avez effectué plusieurs voyages, quand même, nous en sommes et témoins. Nous rentrons sur le discours du chef de l'État parce qu'il a martelé, il y avait tout un paragraphe dédié à la jeunesse. Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé, mais a initié un projet d'encadrement de la jeunesse. D'abord, on veut savoir le pourquoi et quelle est sa finalité. D'abord parce que je suis jeune. J'ai 43 ans, je viens de fêter mes 43 ans, donc on ne va pas me refuser le fait que je sois jeune. Donc, en tant que jeune, et avoir eu la chance de participer à la gestion de ce pays, nous nous sommes dit que nous sommes redevables vis-à-vis de la jeunesse. C'est comme ça que nous avons commencé par organiser les jeunes à travers des activités récréatives, notamment les activités sportives, qui permettent en fait d'aider aux jeunes d'avoir des loisirs sains. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, nous sommes en train d'encadrer un certain nombre de jeunes dans l'entrepreneuriat de la jeunesse et dans l'organisation, comme vous l'avez vu, je le fais 2 fois au niveau des télévisions, mais ce qu'on fait avec les jeunes, on n'est pas toujours obligé de les passer sur les télévisions. Je passe du temps avec ces jeunes, notamment dans la salubrité, comme on a travaillé dernièrement au marché Montbélé, comme on a travaillé à Massina, et nous avons plusieurs activités où nous encadrons les jeunes à faire les travaux d'intérêt public. Et avec ça, les jeunes sont rémunérés et nous essayons de trouver des financements à gauche, à droite pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais il n'y a pas que moi qui le fais. J'ai vu des ONG, des jeunes qui encadrent même les enfants de la rue. J'ai vu beaucoup d'enfants de la rue que je vois dans les rues en train de ramasser. Et j'étais en train de passer, c'était du côté de Yolo, où ça m'a scandalisé. J'ai vu une meute, permettez-moi le terme, c'était vraiment beaucoup de jeunes communément appelés chégués qui étaient dans une rue en train de ramasser des sachets. Ça, sincèrement, ça m'a perturbé, je me suis informé, j'ai appris que c'est une ONG des jeunes qui est en train de faire ça, je me suis arrêté. Alors, voici la réaction. Ces jeunes-là que vous appelez Koulouna, qui entrent dans un endroit où il y avait beaucoup de gens, des mamans qui étaient en train de vendre. Les mamans voulaient fuir. Ils leur disent non, nous ne voulons plus des histoires de Koulouna. Nous voulons seulement qu'on nous donne du travail. Nous sommes en train de ramasser des sachets dans le cadre de notre ONG. Donc c'est très important. Et je salue le président de la République qui hier a dit que les programmes de réinsertion socio-économique des jeunes
qui sont en cours vont être renforcés. Et j'aimerais que ce soit l'État à grande échelle qui puisse récupérer ces genres de jeunes. Et je pense qu'avec la révolution de la modernité, pourquoi ne pas envoyer ces jeunes? J'ai vu j'ai parlé tout à l'heure du nouveau train entre Kinshasa et Matadi. Il faut refaire la voie ferrée. Je pense qu'on fera recours à cette main-d'œuvre parce que le Belge, quand il a commencé, il a pris dans les villages les jeunes qui allaient. On va prendre ces jeunes, on va les mettre dans la rue pour que, sur les rails par exemple, pour qu'ils puissent refaire le rail. Et lorsque le président de la République parle de la classe moyenne qui va être mise en place, lorsque le président de la République revient sur la loi, sur le commerce, le petit commerce pour les Congolais, la sous-traitance qui doit être exclusivement congolaise, tout en sachant que dans la sous-traitance minière, on brasse plus de 4 milliards de dollars par an, je pense qu'avec cette volonté affichée du président de la République, en tant que jeune, je voudrais dire que c'est un signe d'espoir. Un vrai signe d'espoir, mais j'espère que très rapidement, nous n'allons pas rester dans les conceptions, nous allons passer à l'acte, étant donné qu'il y a déjà des jeunes qui sont en train d'organiser et d'encadrer la jeunesse. J'aimerais qu'on puisse potentialiser sur ceux qui le font déjà pour qu'on puisse le mettre à l'échelle et qu'on puisse sauver la jeunesse. On a fait des grandes opérations, l'ICOFI 1, l'ICOFI 2, peut-être bientôt l'ICOFI 3, mais je pense à ce que je vois et quand je discutais avec ces jeunes, quand j'étais à Montbéliard avec eux, toute une journée où j'ai travaillé avec eux, il y en a qui m'ont regardé et m'ont dit « mais pourquoi tout ce temps tu ne viens pas nous voir ?» Et je vais encore aller les prendre pour qu'on aille faire d'autres activités. Ils m'ont dit une chose, ils m'ont confié une chose que je retiens, que monsieur le ministre, si vous continuez ça et que vous nous donnez l'emploi, nous sommes prêts à venir vous remettre nos machettes. Donc, je pense que le président de la République a totalement raison dans son discours à la nation. Je l'encourage et moi je m'engage à l'accompagner pour cet encadrement de la jeunesse. Excellence, Monsieur le ministre, nous allons chuter. Quel message avez-vous à tous ces Congolais de l'étranger qui hésitent encore de venir investir dans leur pays? Nous l'avons vu au Rwanda, au Congo-Brazzaville, face au Ghana, au Nigeria. Donc cette matière grise, comme on l'appelle, hésite encore. Avez-vous un message? Surtout que c'était aussi dans le discours à la nation du chef de l'État. Je pense que nous n'avons pas deux patries. Nous n'avons pas deux nations. Nous n'avons pas deux pays. Notre patrimoine commun s'appelle la République démocratique du Congo. Je voudrais inviter nos compatriotes qui sont à l'extérieur de revenir. De revenir parce que sur le plan du climat des affaires, il y a beaucoup de textes réglementaires, des textes de loi qui ont été votés et je peux les rassurer qu'il y a un assainissement de l'environnement socio-économique au niveau du pays. Tenez, vous venez de l'Europe, vous êtes Congolais, vous êtes expatrié, vous voulez investir en République démocratique du Congo, vous avez un guichet unique où en 3 jours vous pouvez créer votre entreprise. Vous avez l'Agence nationale de promotion de l'industrie, de promotion qui peut vous accompagner. Vous avez tous les ministères sectoriels qui sont prêts à vous accompagner. Je vous invite à venir investir. Parce que si vous venez investir chez vous, vous vous battrez également pour redorer l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste que ce soit des Congolais qui sont en train de courir le monde entier pour aller dénigrer leur pays. Nous pouvons avoir des problèmes. Ces problèmes nous intéressent et nous devons les régler entre nous, Congolais. Voilà pourquoi je voudrais féliciter les responsables de au moins 50 partis du Rassemblement qui sont venus signer l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Et j'encourage ceux qui promettent de venir signer demain, après-demain, qu'ils viennent parce que c'est très important que nous puissions assainir le climat politique. C'est très important que la stabilité politique soit maintenue. Il y a des messages qui sont distillés où on demande à la population d'aller brûler, d'aller casser, parce que demain, il y aura un plan Marshall pour le Congo pour réhabiliter. Vous avez vu qu'il y a eu un plan Marshall pour l'Irak? Y a-t-il eu un plan Marshall pour la Syrie? Y a-t-il un plan Marshall pour la Libye? Il n'y en a pas. Quand on détruit, on aura détruit. S'il y a quelqu'un qui a des financements, qui peut mobiliser des financements à l'extérieur, c'est tout à fait normal qu'ils viennent ajouter à ce que nous avons et non pas qu'on envoie les jeunes à aller casser. Donc, très bientôt, et nous pensons qu'avec les efforts que le président de la République et l'ensemble de la classe politique nous sommes en train de faire, le climat politique va se stabiliser et ce qui va se poser comme question,
qu'est-ce que nous faisons de notre population demain? La population a besoin de mieux vivre. Et par conséquent, ne nous laissez pas, nous qui sommes restés au pays seuls. Nous avons besoin de tous les Congolais de l'étranger à venir investir dans leur pays. Nous avons besoin de tous les Congolais de l'étranger à s'unir. Nous avons besoin de nos frères qui sont en Europe et qui ont fait des mouvements de combattants et autres. C'est une lutte qui est démocratique. C'est une lutte que je salue. Mais chaque lutte a une fin. Chaque lutte a une fin. Je nous invite, chers amis, chers Congolais de l'étranger, à nous mettre autour d'une même table et à pouvoir sauver la République. Il n'y a plus de raison maintenant qu'on a signé l'accord politique que nous continuons à pouvoir nous attaquer les uns contre les autres. Ce pays, quand on va le détruire, ça ne bénéficiera ni à l'opposition, ni à la majorité, mais c'est le peuple qui va en souffrir. Et j'aurais aimé, prochainement, moi je vais venir en Europe et je vais parler avec mes frères, les combattants. Je vous promets, je viendrai. Et nous allons parler, parce qu'il n'y a pas de question tabou. J'aimerais qu'on se mette autour d'une même table et que nous parlons à cœur ouvert. Il y a des choses que nous n'avons pas pu faire. Nous le reconnaissons parce que nous n'avons pas tout fait. Mais il y a des efforts qui ont été entrepris. Et je voudrais même inviter nos amis combattants qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont à Londres, qui sont aux États-Unis. Nous allons commencer à vous inviter, dans le cadre de toutes ces activités que nous faisons, pour nous jeunes particulièrement, à vous inviter que vous veniez visiter Kinshasa, que vous veniez visiter Lubumbashi, Goma, Kolwezi, Kisangani, pour vous rendre compte que votre pays est en train de changer. Peut-être que vous ne le saviez pas, nous avons un aéroport modulaire où les services, il n'y a plus de tracasseries, où vous pouvez arriver et entrer comme vous entrez dans tous les pays à travers le monde. Et il y a un boulevard qui vous mène quand vous quittez l'aéroport pour aller au centre-ville. Il y a un boulevard tel qu'il n'en existe pas même dans certains grands pays que vous connaissez. Donc il y a des choses qui sont en train de changer, mais nous avons besoin d'une paix sociale. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin du calme. Nous avons besoin d'une stabilité politique. Nous avons besoin de l'unité des Congolais. Je sais que vous réfléchissez. Je sais que vous réfléchissez beaucoup sur votre pays. L'occasion vous est donnée. Soyons ensemble. Reconstruisons notre pays. Mettons-nous ensemble pour que nous allions vers l'émergence de ce pays. Ensemble, nous vaincrons. Et quand les Congolais sont mis ensemble, sans pression extérieure, nous trouvons toujours des solutions. Nous devons sauvegarder notre indépendance et notre souveraineté. Voilà ce que je peux donner comme message à mes compatriotes, à mes amis que j'aime beaucoup, qui se battent, non pas pour leur intérêt, mais ils se battent pour l'intérêt de ce pays et de la population. Nous sommes ensemble, nous avons les mêmes objectifs et j'aimerais que nous nous mettions ensemble. Je ne demande pas à ce que les opposants adhèrent à la majorité, je ne le demande pas, mais j'aimerais que les opposants comprennent que ce pays nous appartient tous et que l'avenir de ce pays appartient à tous et que le bonheur de ce pays dépend de ce que nous aurons fait, de nos engagements respectifs et du respect que nous aurons transporté de ce pays à travers toute la planète. Merci. Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un digne fils congolais qui a parlé juste avec son cœur. Réflément est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier mon équipe technique réalisée par Wamouchare Combat Team, assisté de Jean-Si Mayele. Ce magazine est coordonné par Ibrahim Ntsakala Nosso. Merci à l'équipe de communication du ministre de la Santé, précisément à Claudel. Et donc, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Retrouvez ce magazine sur Internet, sur ma page sponsorisée Denise Mukindi, sur YouTube et sur mon site Internet www.denisemukindi.com et aussi retrouvez là sur la Radio-Télévision nationale congolaise à 8h30 le dimanche. Merci à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir. Ibabita